regardez ou vous écoutez Quelle comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Arthur Lenoir filme et répond à vos questions en direct, comme tous les lundis. À ses côtés, ce soir, Zélie Dallemagne. Bonsoir Zélie. Voilà, bonsoir à tous les deux d'ailleurs. Zélie, c'est votre première, donc bienvenue. À vous, aujourd'hui, il sera question... C'est la première de Zélie. C'est la première de Zélie. Comme on dit chez nous. Belle première. Voilà. Vous devez répondre, je prends. Voilà, Zélie prend. Ouf. Alors ce soir, il sera question de la reprise de la pièce de Tony Kushner, Angels in America, adaptation et mise en scène Arnaud Desplechin. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence pour la deuxième fois à cette table. Arnaud Desplechin, vous êtes cinéaste, vous avez mis en scène également 2 pièces de théâtre ici, à la Comédie Française, Père d'Auguste Strindberg en 2015 et Angels in America de Tony Kushner en 2020, reprise cette saison sur la scène Richelieu du 19 mars, donc bientôt, mais pas tout de suite. Non, il me reste encore 2 semaines. Il vous reste encore 2 semaines. Pour trouver le sens. Jusqu'au 14 mai. Écoutez, ça suffira. Je suis sûre que ça suffira. Donc, Éric Ruff, bonsoir. Bonsoir. Vous voilà. Vous êtes l'administrateur général de ce théâtre. Celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, vous connaissent bien. Je suis heureuse de vous faire dialoguer ce soir tous les deux. On va essayer de vous faire dialoguer si vous avez des choses à vous dire, je pense. Sur Kushner, sur le théâtre, peut-être sur la troupe, peut-être sur la création, qui sait. Mais bon, d'abord, parlons un peu d'Angels in America, cette pièce que l'on dit totale. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, qui est, en tout cas, lorsqu'elle est jouée dans son intégralité, dure plus de 6 heures, quasiment 7 heures, 23 personnages, dont 7 anges, pour 8 comédiens, ici, à la Comédie Française, une production conséquente, donc, même pour la Comédie Française, et un texte poétique, un texte contemporain dont vous évoquez l'un et l'autre, je cite, l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'un texte impur? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Et qu'est-ce qu'un texte pur? Oui, c'était un mot que je crois que j'ai proposé à Éric. C'est un mot qui me vient de Bazin, qui est un grand critique de cinéma, qui disait le cinéma est un art impur. Alors moi, qui suis pas né dans le théâtre, qui suis accepté ici. Alors du coup, j'en déborde de gratitude chaque fois que je rentre dans la maison. Je me dis, mon Dieu, il m'accepte. Et je me dis, qu'est-ce que je peux leur apporter? Alors peut-être je peux leur apporter ça. Et quand je pense à impur, vous cherchez le mot pour caractériser la pièce. Je pense que la pièce de Kushner, c'est une pièce monde. Mais c'est aussi une pièce monde dans le sens où elle accepte plein de formes de théâtre différentes. Alors, c'est impur. Regardez par exemple, je pense à Gaël Camilleri, il joue Bélise. Qui est un infirmier qui s'occupe de Roy, qui est un personnage qui a existé, Roy Cohn, qui fut le mentor, personnage le méchant de la pièce, le bad guy, et celui qui fut le mentor de Donald Trump et qui l'a initié à la politique, etc. Donc Bélise, qui est afrodescendant, le voilà. Alors Bélise, ça vient de Molière. Alors, donc, on parlait de ça. Alors, j'écoutais Clément Hervieux-Léger qui disait, mais évidemment que ça vient de Molière. Mais non, peut-être qu'il savait pas que c'était non disait. Évidemment que ça vient. Les premiers travaux de Kushner, il y a eu la traduction de Corneille. Et donc, on voit dans la scène des Mormons, évidemment que ça fait penser à l'illusion comique, à la cave, etc. Donc il y a des théâtres, Shakespeare évidemment, on parlait de Roy Cohn, le Richard III, etc. Donc il y a un théâtre très noble qui est convoqué, mais il y a aussi la cage aux folles, il y a le théâtre de boulevard. Qui est cité à un moment donné. Bien sûr, il y a du théâtre de boulevard dedans, il y a de la sitcom, il y a la réplique de Clément qui termine Millennium, la première partie de Clément Hervieux-Léger qui termine en faisant très Steven Spielberg, parce qu'en même temps il y a du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a ce défi que le théâtre fait au cinéma en disant le cinéma a l'habitude de dire je peux tout représenter, et ben le théâtre peut tout représenter et utilise toutes les armes. Donc du théâtre le plus il y a dans la tradition américaine O'Neill avec ses longues sagas et ça, et tout ça est Brecht avec les adresses au public, avec l'implication, avec le côté, il y a un côté musical aussi dans la pièce, et toutes ces dimensions théâtrales sont fondues pour représenter. C'est ce que Kushner veut faire, c'est il veut mettre le monde sur la table, il veut jeter le monde sur la table. Et c'est ça que moi je disais, cette impureté. Alors moi, venant du cinéma, évidemment, j'en fais mon miel, et du coup, j'ai invité les acteurs à se plonger dedans. De se vautrer dans la pureté. Voilà. Ce qu'on attend de la comédie française, Éric Ruff, c'est qu'elle pratique, qu'elle dispense un art de l'impureté pur, savant.
Non, c'est ça dont on parle, un art trivial. Alors, je vais pas répondre scientifiquement du tout, mais il y a quand même quelque chose qui date chez nous d'un siècle adoré, du siècle des Lumières, où l'unité, lorsqu'il s'agissait de théâtre, était une unité de temps, une unité de lieu, des convenances. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est hérité de ça. Et quand on joue Shakespeare en France, on le joue souvent devant un public qui est un petit peu dans une position inconfortable parce il est plutôt habitué à savoir s'il va voir une tragédie ou s'il va voir une comédie. Et à partir du moment où on lui donne une matière qui est impure, dans le sens où la tragédie et la comédie est mélangée, il y a une espèce de réflexe français cartésien de vouloir être face à une chose qui est un petit peu décrite à l'avance. Et là, pour le coup, ce que vient de décrire Arnaud comme multiplicité, comment on appelle ça polysémie, de polysémie, fait que oui, on aurait tendance à dire que c'est impur par rapport à une chose un peu française qui serait pure. Mais quel bonheur que ce théâtre-là. C'est shakespearien aussi, ou c'est hugolien aussi. Voilà, ça fait partie de ces œuvres d'un baroque absolument dingue, traité d'un sujet aussi grave en faisant spectacle avec. Il y a déjà une chose qui est une équation posée d'une façon impure et intéressante. Quel sujet grave alors? Mais c'est le sida, c'est la maladie, le sida donc dans 85, donc quand il n'y a pas encore les traitements qui vont arriver, vont se mettre en place définitivement dans les années 90. Donc c'est la ZT, mais c'est aussi c'est chacun des personnages est à la recherche d'une forme de liberté. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, je pensais au film de Campillo, ce qui me frappe, c'est que dans 120 battements par minute, c'est que dans les luttes qui sont passées, ça nous apprend quelque chose sur aujourd'hui, sur comment les gens, aujourd'hui, c'est tout bête, aujourd'hui, la grève est déclarée pour demain, etc. Donc tout le monde s'agite, etc. Et ça, mais les gens, la façon dont ils s'approprient le pays, la façon dont ils habitent le pays est hérité de ce mouvement-là, de ce mouvement qui pouvait sembler extrêmement minoritaire, qui était le mouvement d'Act Up ou le mouvement de Aide. Et les luttes d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient, viennent aussi je vois chez les jeunes, je pense à nos enfants, neveux, nièces et tout ça, la façon qu'ils sont, c'est un héritage de cette lutte-là que Kouchner a mis en fiction, qu'il a réussi à mettre en fiction, cette façon de s'approprier la politique par son corps, par la lutte de Prior, etc., de mélanger l'intime et le public. C'est ça que lui met sur la table. Il le donne à voir. Il donne pas une pièce d'opinion, il donne à voir un état des lieux, des combats, à un moment où les gens mouraient par millions. Il y a un truc de mémoire aussi, je repense toujours... Enfin, j'espère que je parle à des gens qui n'ont pas encore vu le spectacle, donc je pense au final du spectacle, c'était à l'épilogue, comme ça. Moi, je sais que dans la salle, quand j'entends cet épilogue et cet hommage à tous ces gens qu'on a pu chérir et qui ont disparu trop jeunes, moi j'étais tout jeune, les gens qui ont été fauchés par le sida, l'épilogue fait pleurer. Il fait tout simplement pleurer, évidemment. C'est aussi un mélodrame, c'est pas que un mélodrame, c'est aussi un mélodrame. Et ça que Vous êtes en répétition actuellement, c'est pour ça que vous en parlez. Oui, en répétition. Vous êtes plein de ce texte. Alors, on va y venir, mais donner à entendre ce texte qui est aussi un grand succès populaire, ça a été un grand succès public, cette pièce. Bien sûr. Sur la scène Richelieu, fait partie des missions de la Comédie Française, qui doit enrichir son répertoire, Éric Ruff. Pour autant, lorsque Arnaud Desplechin vient vous voir il y a quelques années, avec ce projet, cette idée de monter Angels in America, l'administrateur que vous êtes ne prend-il pas peur? Parce que 23 personnages, enfin c'est quand même effectivement une très grosse production. Vous êtes certes garant de l'ambition artistique de cette maison, mais aussi de la logistique, de la bonne façon dont les choses vont se passer. Une pièce comme celle-là, c'est un enjeu, c'est une ambition à bien des égards. C'est Arnaud qui me le propose, donc
Donc je dis oui. Il a déjà fait peur. Donc vous savez qu'il est fiable. Oui, enfin, encore une fois, je suis toujours moins gourmand des thèmes obsessionnels, de ce que les gens ont dans leur besace. Et comme Arnaud ne fait pas 3 mises en scène de théâtre par an, quand tout d'un coup je lui propose d'en faire une, ce qui ressort est souvent un désir aigu. Je ne sais pas s'il est totalement clair, totalement énoncé, etc. Mais je fais très confiance à ça. Et puis alors, oui, il y a 23 personnages. Ça, on se dit, oh là, c'est beaucoup. On connaît des pièces où il y a 50 personnages, etc. L'important, c'est qu'il faut 8 acteurs pour le jouer. 8 actrices et acteurs pour le jouer. Et à la Comédie Française, ils y sont. Parce que c'est ce chiffre-là qui est le plus important. Les 8 pour faire les 23. Parce que si on n'a pas cette équation-là, ça ne peut pas marcher. Donc, Arnaud sait qu'ils sont là aussi. Et puis, Arnaud a déjà travaillé dans cette maison. Il y a pas mal de comédiennes et de comédiens qui sont évidemment cinéphiles et amoureux du travail d'Arnaud, mais qui ont eu la chance, comme moi d'ailleurs, de travailler avec lui. Donc, il y a quelque chose qui s'établit et qui, pour moi, est juste normal. Ensuite, cette pièce-là, oui, dans les ors de la salle Richelieu, j'ai toujours tendance à penser, quand on fait des débats sur le théâtre politique ou pas politique, moi j'ai toujours tendance à penser que c'est pas le théâtre qui est politique, c'est l'oreille des gens au moment où on fait du théâtre. Et que je l'ai vu il y a pas si longtemps avec La Vie de Galilée. On a créé La Vie de Galilée avant le confinement, on l'a créé après, et certains actrices et acteurs étaient changés pour des histoires tout à fait normales de logistique de maison, mais je n'ai rien changé fondamentalement et j'ai eu l'impression qu'il était reçu la seconde fois et pas la première. Alors, la reprise est toujours extraordinaire lorsqu'on fait une reprise. C'est-à-dire entendu ? Oui, entendu. Mais alors je me suis dit, c'est pas scientifique du tout, mais je me suis dit... Entendu, tel que vous... On sent qu'il y a une adhésion. Tel que le texte était ou tel que il y a des rires d'intelligence immédiatement. On a l'impression que les gens sont absolument en prise avec ce qui est dit, comme si rien ne tombait à côté. Tout était dans la cible. Et donc c'est pas moi ça. Je pense que La Vie de Galilée, ça traite d'un référentiel qui est bousculé. Le référentiel catholique qui est bousculé par la découverte de Galilée. Et je pense qu'on vit dans une époque où la Covid et ces 2 ans nous ont bougé incroyablement le référentiel. Donc, intuitivement, les gens écoutent tout d'un coup une fable qui s'inscrit incroyablement. Et je ne doute pas que cette reprise-là... Angels in America en 2020, virus, etc. C'est forcément on incroyable. Et en 2023, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il s'est passé, vous voyez, par exemple, je suis très marqué, Florence Viala, à un moment, qu'elle joue Martin Heller, qui est un supporter texan de Roy Cohn, donc mentor de Reagan. La pièce se passe à l'époque Reagan. Et il explique, comme avec Trump, mentor de Trump, pardon. Et Florence Viala explique que c'est pas grave s'ils perdent la présidentielle parce qu'ils auront toute la cour, les juges de la Cour suprême, et que donc on fera interdire l'avortement, on autorisera les ventes d'armes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une prescience de ça, c'est incroyable. Donc Florence le jouant aujourd'hui, vous voyez, avant les lois qui ont été prises il y a 6 mois aux États-Unis, je me dis, mais qu'est-ce que je joue? Alors évidemment, ça lui donne plus de drame et plus de verve et plus de comique en même temps. C'est pas une opinion qu'on va voir, c'est pas ça. Si on va voir on regarde la situation, quoi. La situation, c'est Pinocchio qui est entre le loup et le renard et qui est terrifié par ces 2 figures du mal et comme ça. Donc la scène devient plus drôle encore. On est passé par la pandémie, ça parle d'une épidémie, de l'épidémie de sida, donc il y a un embouteillement. Voilà qu'on est obligé de tourner au texte de Kouchner et de modifier un peu, non pas le texte de Kouchner, mais de modifier la section qui sera jouée, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. On joue dans un continent où il y a la guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre. Alors, la deuxième partie du spectacle part de Perestroïka, et voilà, Gorbatchev est mort quasiment en prison, totalement ignoré et démis par Poutine, etc. Tout ça vient faire vibrer la pièce d'autres sensibilités. On voit bien, je vous parlais des sensibilités qui s'exacerbent autour de Bélise et tout ça, ou autour des mouvements et tous les mouvements identitaires progressistes, etc. Tout ça, la pièce s'entend mieux. Et on la reprend 3 ans après, et elle vient encore plus faire scandale, quoi. Elle vient faire scandale dans un sens heureux, quoi. Nous réveiller, quoi. Vous avez procédé, puisque au final, votre pièce, à vous, dure 2h50. Je ne sais pas si c'est toujours le bon timing. Vous avez procédé à des coupes dans le texte, à une adaptation. En synthétisant ce texte, vous lui avez donné une volonté, une orientation qui
je sais pas, vous diriez qu'elles sont propres à votre lecture personnelle de tout ça, ou elles sont déjà par quel procédé, par quel principe, avec quel principe avez-vous procédé? C'est parti. J'avais vu le spectacle merveilleux de Brigitte Jacques-Wajman qui m'avait emporté quand j'avais vu l'intégrale à Aubervilliers. Ça m'avait plu infiniment. Fin 90. Oui, c'est ça. Et j'avais vu également la série télé qui avait été adaptée et écrite par Kushner, et où il n'y avait pas la dimension russe, évidemment, comme c'était américain. Donc du coup, ils montraient moins. L'Europe, ça les intéressait pas du tout. Et voilà. Et il y avait un motif qui me chagrinait un peu dans la série télé, qui avait été un très gros succès, un film HBO de Mike Nichols, et c'était que très populaire, c'était que les amours homosexuels me semblaient pas très bien racontés. Il me semblait qu'en sortant, il y avait toujours un privilège aux amours hétérosexuels, c'était d'être universel, et que la singularité homosexuelle, les amours étaient réservés à une minorité ou était mise dans l'ombre. Donc le personnage de Harper, par exemple, était le personnage de Harper, important, non, le personnage de Harper, c'était une pauvre femme. C'est une pauvre femme parce qu'elle prend des anxiolytiques, elle est de droite et donc il faut pas la regarder. Et alors Jennifer qui joue Harper, elle apporte une fantaisie et du coup elle conditionne pas une poésie, une verve, un appétit de liberté. Évidemment elle est contrainte, mais en même temps elle a un appétit de liberté qu'on veut pas réfréner chez Jennifer. Donc on la laisse et on la suit. Elle est mormone. Voilà, elle est mormone et tout d'un coup elle a épousé un garçon qui sait pas trop où il en est. Voilà. Mais si vous voulez, en condensant, il y a un nom qui me vient, c'est en condensant, mais pendant tout le temps de l'écriture de l'adaptation, il y avait un nom qui me trottait tout le temps à l'esprit, c'était le marivaudage. Tout ce qu'il peut y avoir de sérieux chez Marivaux. C'est-à-dire de montrer, c'est qu'en condensant, on voyait mieux les motifs amoureux. On voyait mieux comment Louis, qui est amoureux de Prior, il désire s'enfuir du couple parce qu'il supporte pas la maladie et qu'il n'est que appétit de vie et qu'il n'est que culpabilité et que voilà, qui tombe amoureux de Joe et Joe qui est amoureux d'Harper mais qui est amoureux de Louis en même temps et Prior qui regrette et qui fut l'amant de Bélise et cette danse amoureuse, dès qu'elle est condensée, elle ressort beaucoup plus fortement vers le public que dans la version longue que je connais, que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup plus une métaphore sur les mythologies américaines. En condensant, on fait ressortir le motif amoureux. Et moi, comme j'ai un cœur très populaire, voilà, c'est ça qui me fait pleurer, quoi. C'est je les regarde qui s'aiment, qui se séparent, qui couchent ensemble, qui reviennent, qui regrettent et tout ça. Et si vous voulez, moi, comme je crois que l'amour c'est un moyen de connaissance, ça me bouleverse. Voilà. Il y a du Marivaux dans Kushner à Eric Ruff. Ça vous amuse? Bonsoir, Daniel. Arnaud parle de son cœur amoureux. J'adore. Salut Daniel. Bonsoir. Mais je t'en prie. Alors on parlait d'amour, Daniel, figurez-vous. Pour savoir quand est-ce que je garnote. Je t'apportais ça tout à l'heure. Non, mais c'est pas. Excusez-moi. Je t'en prie. C'est la vie du théâtre. Enfin, le On est censé avoir les informations ici. Alors, les enjeux de cette pièce, alors en 2023, puisque cette polysémie, elle est aussi plastique, quoi, elle nous permet finalement d'entendre des choses nouvelles, en tout cas des choses différentes de 2022. Quels sont-ils? Vous êtes en plein dedans, puisque vous êtes depuis 2 semaines en répétition, où vous avez remis votre nez dans le texte. Je vois des motifs nouveaux, mais c'est aux spectateurs qui diront aux acteurs. Et les acteurs, alors justement, parce qu'eux connaissent ce texte aussi, ils le reprennent avec vous. Ils le reprennent, ils entendent d'autres choses. C'est la première fois que je me prête à l'exercice, puisque sur le Strindberg, j'étais pas libre. Et c'est la première fois que je me... Vous n'avez pas fait la reprise de Père. La reprise, j'ai pas pu la faire. Et là, je plonge dans cet exercice qui me donnait grand trac et c'est un plaisir infini pour moi de revenir sur ce texte encore qui m'apporte tant et puis d'entendre des dimensions différentes. Ça, c'est la salle qui va me dire. Par superstition, je vais pas vous dire pourquoi les sentiments ils vibrent différemment, parce que j'espère que c'est la salle qui va me dire qu'ils vibrent différemment. Mais ce qui me revient, c'est les premières notes que je donnais. Alors, on accueille Julien Frison, qui reprend le rôle de Joe, qui est un peu donc Joe Pitt, qui est un mormon républicain qui vit maritalement avec Harper, avec Jennifer Decker, qui est un petit peu le pupille ou l'enfant adoptif de Roy Cohn, donc cette figure du mal, mais lui est du côté du bien, mais ils sont tous les deux républicains, quoi. Et voilà, qui se découvre homosexuel et qui tombe amoureux de Jérémy Lopez. Et puis voilà, et de Louis, et du coup sa vie va changer, etc. Donc c'est le seul personnage qui traverse toutes les intrigues.
Donc c'est un personnage tout à fait central. Et le fait qu'il soit repris par Julien avec sa jeunesse, parce qu'il était joué par Christophe Montenay. Il était joué merveilleusement par Christophe, et voilà que le rôle est repris, et avec un acteur un peu plus jeune, pas beaucoup plus jeune d'ailleurs, mais peut-être que je l'ai moins vu à la Comédie Française. C'est ça qui me fait une impression de jeunesse. Je sais pas les âges réels des acteurs, mais il est un peu plus jeune, mais et ça apporte une vibration qui est différente. Mais me revient moi quelque chose que je proposais, et ce dont je parlais à Julien, auquel je pensais, c'est ce qui, à mon sens, j'espère que je vais le dire de manière trop élaborée, j'espère que les spectateurs ils peuvent le recevoir d'une manière plus populaire, c'est que chacun des personnages incarne d'une part l'Amérique et d'autre part le théâtre. Et c'est pour ça que je crois que c'est une grande pièce, et c'est pour ça que je pense qu'elle appartient aux Français, que c'est un bon endroit où le montrer. C'est pas une pièce d'intervention, c'est pas une pièce. Bien sûr que c'est ça aussi, c'est aussi du théâtre d'intervention et de ça, mais c'est ce qui est du théâtre d'intervention. Ben, vous voyez, de dire voilà par rapport aux politiques sur le SIDA, d'être contre, etc. Et vous faites une pièce immédiate pour critiquer un état politique du monde et ça. Bien sûr que la pièce est ça aussi quand elle est écrite, puisque Kouchner voit ses amis qui meurent autour de lui et qui voit l'incompétence, la terreur des populations majoritaires et l'incompétence des gouvernements ou des firmes pharmaceutiques. Tout ça, il le sait. Mais plutôt que de faire de l'intervention, il fait du théâtre. Quand il fait du théâtre, je veux dire par là que chacun des personnages incarne l'Amérique dans toutes ses dimensions, avec des dimensions critiques, des dimensions lyriques, des dimensions... Une fois de suite, je repense... c'était très marrant, Florence Viala, elle faisait l'ange et elle disait, bah, je comprends enfin le texte. Et c'est cœur américain, tu t'enflammes. Il y a une ode à l'Amérique. Alors, elle est l'Amérique parce qu'elle est cette féerie. Vous voyez, comme ça, c'est un ange qui vole, etc. Et en même temps, c'est un ange qui fait peur. Et de l'Amérique, c'est aussi un ange qui fait peur. Et elle est le théâtre parce qu'elle vole. Kouchner le dit dans sa préface. Il dit, si vous voulez faire l'ange, prévoir une semaine de répétition en plus. Et sachez que c'est tout à fait souhaitable de faire voler l'ange. Et mais il prévoit une répétition. Vous faites voler l'ange. Vous faites voler grâce au... Je ne dévoile pas grand-chose. Voilà. Vous faites voler l'ange. Bien sûr. Mais vous voyez, Roy Cohn, on parlait beaucoup, ce méchant, c'est un méchant de théâtre. Et c'est quelqu'un qui a peur de rien et qui a honte de rien. Et cette absence de honte, vous voyez, le mot qui me vient, c'est le mot anglais, shameless. Vous voyez, c'est que il demande rien parce qu'il prend, il dévore comme ça. Et le fait qu'il n'ait honte de rien, c'est l'Amérique. Et en même temps, cette absence de honte et le fait qu'il soit un méchant de théâtre qui se hausse au niveau des méchants mythiques comme Richard III, c'est en ça qu'il incarne le théâtre parce qu'il est un méchant hors pair, quoi. Dominique Blanc, évidemment, elle joue 8 rôles, je crois, dans la pièce. Oui, c'est ça, 8 rôles. Donc elle est le théâtre parce qu'elle est tous ces masques. Voilà. Elle est aussi le théâtre parce qu'elle est tout ce masque de théâtre qu'on peut se passer. Chacun des personnages, Louis dans sa culpabilité, qui est juif et qui se sent coupable et qui est juif comme Roy Cohn, mais Roy Cohn est un juif sans honte et lui il est un juif qui est pétri de culpabilité. Alors cette culpabilité, c'est une culpabilité américaine. Et en même temps, il représente Tony Kushner, donc il représente le théâtre puisque c'est le narrateur de la pièce. Oui, c'est le narrateur, c'est Kushner. C'est Kushner. Mais je vous parlais de l'appétit de liberté de chez Harper, chez Jennifer Decker. Cet appétit de liberté. C'est ça qui en fait une héroïne américaine. Mais cet appétit de liberté chez une femme, c'est ce qui en fait le théâtre. Parce que vous allez au théâtre, parce que vous avez un appétit de liberté, de vous débarrasser des carcans et d'arriver à la liberté. Bélis, c'est la même chose. Bélis qui dira dans son monologue que j'adore, où Gaël me met des frissons. Voilà, quand il dit l'Amérique, moi je la connais. Parce que lui, c'est un émigré, parce que lui vient de Porto Rico. Il dit, viens avec moi, je te la montrerai en phase terminale, chambre 111, etc. Et ça, alors, lui, il la connaît. Ça, c'est dans son dialogue avec Roy Cohn. Donc ça, c'est ça dispute avec Louis. Ouais. Et dis-moi, je vais te montrer ce que c'est l'Amérique. Et dis-moi l'Amérique, je la hais. Donc, il connaît l'Amérique. Vous voyez, donc il incarne l'Amérique. Et en même temps, comme il est ce lutin, il est le théâtre aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette osmose entre un portrait de l'Amérique et un portrait des différentes formes de théâtre qui fait que le texte est un grand texte et qui peut nous parler encore aujourd'hui, même quand les luttes ont changé d'hier à aujourd'hui. Éric, les personnages théâtre qui disent le théâtre? Non, pour répondre à votre question, Béline, sur la reprise, qu'est-ce que ça change? Alors, je suis pas en répétition avec Arnaud, malheureusement, mais j'en connais un peu le système. Ah bon? Alors, une reprise, déjà, c'est la preuve de l'appétit d'un public. Le fait qu'il faut continuer à montrer cette production-là. Souvent, c'est parce que
Les acteurs, de temps en temps, on dit, n'ont pas fait le tour du personnage encore, c'est-à-dire qu'ils ont à chercher à l'intérieur toutes les possibilités du rôle et qu'ils ont besoin de temps pour ça. Et j'ai toujours remarqué que les reprises, même des années après, même surtout des années après, c'est incroyable à quel point on précise le sens. Comme s'il y avait, d'une façon tacite dans toute l'équipe, les choses qui sont un peu des affaîtries de mise en scène, ou des premières idées qu'on veut pas, qui sont un peu obsessionnelles sur le premier montage, et personne n'ose dire non, en fait, ça, il faut pas le faire. Tout le monde s'entend à la reprise, ça tombe ça fond comme neige au soleil, cette chose-là. Et puis, il y a une chose là qui s'est passée sur cette production, que j'ai déjà vécu, moi, sur un Claudel, où on a fait le partage de midi, on l'avait créé, ici à la salle Richelieu, puis ensuite, on l'a tourné avec Claude Morieras, et ensuite, on l'a rejoué au théâtre. Et ça, c'est un sentiment assez exceptionnel et une connaissance assez exceptionnelle. Et c'est ce qui arrive sur la production d'Arnaud, parce que ils ont fait la première mouture du spectacle, malheureusement avortée par une grève trop tôt. Et ensuite, une grève et la pandémie. Et ensuite, Arnaud a tourné. Angèle Salescande, je ne sais plus quelle était. Angèle Salescande. Et les acteurs, je peux en témoigner, quand on fait ça, c'est comme si on avait une indication un peu fantôme. C'est-à-dire qu'on a pris cette pièce-là, cette matière-là, c'est enrichi d'un autre média, d'une autre attente, d'autres indications. Et quand on revient au théâtre, on pourrait oublier tout ça, mais en fait, on ne l'oublie pas. Il y a un cuir de compréhension qui s'est épaissi chez tout le monde, ce qui fait que généralement, le spectacle est d'une puissance encore plus grande. Dans quel contexte vous avez tourné? C'est un film qui s'appelle donc Angèle Salescande. Voilà, la pièce est jouée, il y a la grève, et puis il y a le Covid, il y a le confinement, la fermeture des salles. Le contexte, c'était que on pouvait travailler ensemble et on ne pouvait pas accueillir de spectateurs dans des conditions... on ne pouvait pas accueillir de spectateurs, mais on pouvait travailler. Oui, mais dans des conditions de travail de distanciation qui étaient en train de se mettre un peu en œuvre, personne ne savait exactement. Et puis, on était aussi, pendant tout le confinement, il y a une sorte de pax romana un petit peu entre tout le monde, qui a le droit de faire quoi, les ayants droit, les droits, etc. Tout le monde a dit, il faut absolument qu'on puisse continuer, donc partageons. Et je crois que les chaînes de télévision se sont dit il faut pas qu'on arrête, sinon on n'aura plus de cases à remplir. Il y avait cette angoisse-là. Donc il y a eu une fenêtre météo très favorable pour nous. En plus, j'avais la chance d'avoir Arnaud Desplechin et Christophe Honoré, qui sont de grands cinéastes. Donc qui étaient là et dont les spectacles avaient été à peine joués ou pas encore joués. Donc j'ai proposé à France Télévisions de savoir s'ils voulaient bien nous suivre, et puis ensuite j'ai écrit à Arnaud pour demander si l'idée d'en faire quelque chose, et Arnaud m'a répondu oui, mais je veux pas bouger d'une salle de répétition, et forcément en termes de sécurisation sanitaire c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc c'est né de la contrainte. Donc de temps en temps, enfin très souvent d'ailleurs, naît de la contrainte des choses absolument magnifiques. Ça, c'était la forme, et le fond, c'était... Ce film, la forme, elle est intéressante. Ce n'est pas une captation de la pièce. Non. Ça n'est pas une captation d'une répétition. Non plus. C'est un objet... Mais je suis arrivé, c'est un objet hybride. Moi, j'avais une référence, qui est un film qui référence pour beaucoup d'acteurs dans la maison, qui est Vania 42e rue. Donc, entre la répétition et la représentation. Et autant, il y a un côté que j'adore de musical dans la mise en scène de théâtre, où on se sert de tous les artifices, et je remercie tous les soirs les techniciens du Français, où c'est parce qu'il y a un truc de virtuosité, des ateliers, etc., des décors qui on parlait, l'ange qui vole, les fumées, vous voyez tout le grand spectacle. Et autant là, c'était de revenir à l'os du texte et de dire ce qui fait spectacle pour moi, c'est quelque chose que moi j'ai la chance de connaître et que je désirais partager avec des spectateurs. C'est ça fait quoi quand il y a des acteurs qui commencent à prendre une chaise, deux chaises, et qui commence à jouer sur le plateau de la Salescande, et tout d'un coup les personnages sont... Salescande, c'est une salle de répétition. C'est la salle de répétition la plus grande. Ici, voilà. C'est ça, c'est la plus vaste que vous ayez. Et donc il y a cette grande salle qui est rien, il y a 2-3 bouts de décor, un bâton, etc. Et d'un coup vous faites du théâtre. Il y a le théâtre, il y a la magie qui arrive, donc pas avec le côté spectaculaire, si vous voulez, ou parce que je dis musical, mais en même temps je pense brechtien quand je dis ça, donc c'est pas le bon mot. Mais tout d'un coup d'aller à l'os du sens, avec des acteurs avec 3 fois rien, alors qu'il y a toute la munificence du théâtre ici à Richelieu, mais Salescande, il y a juste ces acteurs, une table, 3 chaises,
et tout d'un coup un personnage apparaît. Et ça, quand vous avez vécu ça, vous avez envie de partager ça avec les spectateurs. Je pense à une scène. Vous voyez Dominique Blanc qui est devant un miroir et elle joue Henri, le médecin de Roy Cohn qui va diagnostiquer le sida, et elle est en train de se mettre une perruque et c'est Dominique Blanc. Voilà. Et elle est en train de mettre, et elle a un très long monologue, interminable. Elle ajuste sa perruque, et quand elle se retourne, ça y est, c'est Henri, le médecin. Et elle lui se tourne, elle lui dit, tu as le sida. Et vous voyez apparaître, et c'est apparu de quoi? Moi, je ne le sais pas, parce que je suis pas acteur. Je ne suis pas sûr que que les acteurs le sachent non plus. Mais toujours est-il que les acteurs, ils l'éprouvent à un moment. Ils savent que le personnage est là, c'est eux, pas eux. Chaque acteur répond à sa façon, j'imagine. Est-ce que je donne de moi? Est-ce que c'est le personnage qui vient vers moi? Est-ce que c'est moi qui vais vers le personnage? C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Mais de partager ces questions avec les spectateurs, c'était ça mon plaisir, de faire entendre le texte en ces temps de pandémie, puis ça résonnait, quoi. En des temps de pandémie, de faire entendre une pièce sur le sida, un texte sur le sida, c'était merveilleux. Je t'écoute, Arnaud. Je crois avoir eu l'honnêteté de le dire déjà. Mais en te réentendant, je me souviens très bien que tu m'as parlé de ça, en disant « Je veux filmer le moment où l'acteur se lève pour la première fois pour faire une proposition. Se lève de la table pour la première fois pour faire une proposition. » Et je sais que je me suis servi de ça et d'autres choses, mais tout ce qu'on a appelé, nous, le théâtre à la table, et qu'on a beaucoup fait, vient aussi de cette discussion-là. De cette discussion-là. Voilà. C'est tout d'un coup, c'est bouleversant. Vous voyez, vous lisez le texte, vous le lisez à plat, vous faites un peu d'explication de texte, vous dites, oh non, on n'est pas à l'école quand même. Mais si, un peu, parce que c'est pas désagréable d'être à l'école. Et tout d'un coup, un acteur a l'audace de dire, oh, et puis il bouge là, il fait juste 2 mètres, 1 mètre, et il redit le texte, feuille à la main ou sans feuille à la main, et d'un coup, il y a du personnage, quoi. Et vous savez pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le même dispositif au cinéma quand vous commencez à lire les textes, les brochures Non, pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Et je suis incapable de faire une théorie là-dessus. J'attendais ça. Oui, vous l'attendiez, j'étais incapable. Mais non, mais parce que on fait pas de répétition. On a joué une fois ensemble, on fait pas de répétition au cinéma, on répète pas. Puisque chaque prise, c'est comme une journée de tournage, une journée de répétition de théâtre. Chaque prise, on explore le sens. Donc le temps est condensé, mais en même temps il est dilaté aussi, puisque chaque prise, on expérimente des possibilités du texte. Donc c'est pas du tout le même déroulement du temps. Et la nature, la couleur du... Est-ce que oui, je vais le dire, tant pis. La couleur du dialogue est pas du tout pareille, et particulièrement au français. Vous voyez, c'est que ce que j'adore sur un plateau de tournage, c'est je suis le roi. Vous voyez, je suis c'est moi qui règne. Vous voyez, alors j'adore ça. C'est un sentiment qui m'emplit de joie comme ça. Non mais, ce qui est formidable quand vous arrivez au français, c'est que vous êtes invité, vous êtes de passage. Le roi, c'est pas moi. J'avais ce trac infini de faire cette reprise. Mais le roi, c'est pas moi. Le roi, c'est les acteurs. C'est à eux le théâtre. C'est eux qui restent. Moi, je viens si je sais un peu les aider. Si je sais les aider, leur dire 2-3 trucs qui leur permettent de s'approprier le personnage, etc. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que depuis Molière, le théâtre, il est à eux. C'est sublime, c'est sublime. Et ça, c'est un autre plaisir. C'est le plaisir d'être invité. Et ça, c'est un plaisir... Alors, vous dire lequel des 2 plaisirs je préfère, je suis incapable de le dire. C'est 2 plaisirs de nature différente. C'est 2 érotiques différentes. Évidemment, tous les acteurs attendant Arnaud Desplechin atteignent le roi. Ouais. Ils attendent le roi, et donc ils sont très déçus. Donc personne ne sait où est le roi, et ça, c'est le ferment d'un beau travail. Tout le monde parce que c'est eux. Pourquoi vous dites particulièrement en français? Parce qu'il y a la force de la troupe. Parce qu'il y a la force de la troupe, de cette tradition. Parce que c'est eux qui. Connaissez-vous Arnaud Desplechin? Vous êtes un homme fidèle, un homme de troupe au cinéma. Non, les gens croient ça, mais vous savez, je suis tellement envahissant sur un tournage, tellement envahissant, que dès que le tournage est fini, je pense à 2 amis, à Emmanuel DeVos ou Mathieu Amalric, je me retire. Vous voyez, entre les films, et des fois, Emmanuel, je l'ai retrouvé sur Tromperie, mais on n'avait pas joué ensemble depuis combien de temps, et entre-temps, on ose à peine se voir, vous voyez, parce que pendant les tournages, je suis tellement envahissant. Donc, du coup, l'intimité, elle est pas du tout du même ordre qu'au théâtre, et je peux pas dire que c'est une troupe. C'est à chaque fois que j'ai joué avec Emmanuel ou avec Mathieu Amalric,
voilà, je me disais, on faisait des castings, vous voyez, c'était aberrant, mais je faisais des castings, vous voyez, après 8 films, bien sûr. Vous leur faisiez passer un casting. Oui, en disant, voilà, c'est pas obligé que ce soit bien, etc. Et c'est pas du tout le même rapport. Et là, je peux pas dire, vous voyez, on est à 10 jours, c'est ça? C'est à peu près 10 jours de la première représentation, quelque chose comme ça. Un peu moins. Un peu plus. Donnez-moi plus. Donnez-moi plus. C'est le 19. Okay. Et on est le 6. Voilà. Donc c'est cool. 13. Mais là, vous voyez, il y a 8 acteurs qui jouent tant de rôles, mais c'est pas qui jouent tant de rôles, parce qu'évidemment, chacun, il apporte lui-même dans le rôle. La distribution, c'est un rêve pour un réalisateur, c'est un rêve quoi de jouer avec ces 8 acteurs, la danse qui se passe entre chacun, les personnalités, les couleurs différentes que chacun apporte, et chacun dans la distribution a une telle singularité, ils ont des passés tellement différents que ça me déborde. Vous observez cette troupe aussi fonctionner ensemble? Moi, il y a beaucoup de spectacles. Je viens souvent au Français, mais j'en citerai un. Je pourrais en citer plein d'autres, hein, mais j'en citerai un. C'est Les Démons. Vous voyez, Les Démons, Christophe m'en avait parlé. Christophe Montenez. Montenez m'en avait parlé, et il me disait, je crois que c'est vachement bien, mais j'ai super peur que ce soit trop théorique, parce qu'il y a ces vidéos, etc. Est-ce que les spectateurs vont pas rester sur le côté, sur la rive, et que nous, on rentre dans le sentiment, et que ça va pas être trop difficile à regarder, etc. Moi, je suis arrivé, j'ai vu une troupe de théâtre, enfin, chacun des acteurs, Souliane, Jennifer, enfin, c'était fou, quoi. C'était fou. Hervé Pierre, le Christophe, Jérémy, qui était sublime, tout barbu, etc. La troupe était enflammée. C'est évidemment des très grandes troupes d'Europe, quoi. Ça se voit tout de suite, quoi. Et quand vous voyez dans Les Démons, vous êtes, alors le système de Cassirer était très, très virtuose, mais c'est la virtuosité du jeu qui venait emporter le spectacle et en faire vraiment, pour moi, un des très, très grands spectacles de l'année dernière, pour moi. Ce qu'il y a de nouveau pour un metteur en scène qui arrive au Français, c'est que généralement, comme c'est lui qui instille et qui développe un spectacle, il est le dénominateur commun. Chaque acteur connaît qui en premier? Le metteur en scène. Et ensuite fait rencontre des autres. À la Comédie Française, non. Le metteur en scène arrive et en face, il a une bande de gens qui ont fait tous les sports ensemble, qui ont toujours ensemble. J'arrive dans une classe qui se connaît depuis la petite section, en fait. Et je sais que de temps en temps, ça peut même créer des paranos chez certains metteuses ou metteurs en scène, parce que ils voient des acteurs. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'entendre une indication d'un metteur en scène et de me pencher vers le camarade avec qui c'était dit pour traduire. Parce que je savais très bien que, dit de cette façon-là, il allait pas l'entendre, mais comme je faisais le traducteur, voilà. Ce qui peut énerver un metteur en scène, évidemment. Mais cette qualité-là, pour ne citer qu'elle, lorsque j'ai vu Les Trois Sœurs, qu'a filmé Valeria Bruni Tedeschi, le film est magnifiquement beau, mais j'ai une émotion extraordinaire, sans doute parce que Tchekhov parle de famille. Mais je me suis dit, dans chacun de ces rôles, tu peux, à l'extérieur de la Comédie Française, prendre un comédien tout aussi formidable, voire plus, avec un casting beaucoup plus précis. Sauf que ce qui se passe entre eux, le regard posé des uns aux autres, et qui n'appartient qu'à la connaissance, qui n'appartient qu'à l'empirisme des aventures qu'ils ont traversées ensemble, ça nimbe le jeu d'une façon extraordinaire. Est-ce que le regard d'Arnaud Desplechin, qui est aussi et d'abord un cinéaste, implique quelque chose de particulier dans cette vision d'Angels in America, dans son théâtre que vous accueillez ici, Éric Ruff? Alors je sais pas ce qui tient... Je vous pose la question parce que depuis dès le début de vos mandats, je crois que vous avez commencé ce dialogue entre le théâtre et le cinéma, entre les gens de théâtre et ceux de cinéma, et c'est un dialogue qui ne cesse de s'écrire. Alors, j'interroge pas un art par rapport à un autre, ou les passerelles qui existeraient.
j'aime bien interroger les obsessions des uns et des autres. Je suis toujours fasciné par quelqu'un qui a un art et qui est totalement amoureux d'un autre. Donc, d'où vient cette fascination? Comment ça se construit? Et je ne sais pas si ça tient au caractère d'Arnaud ou si c'est parce qu'il est avant tout un réalisateur, mais il a une manière de s'enthousiasmer, de regarder, de se concentrer, qui n'est pas du tout la même qu'un metteur en scène qui aurait 80 spectacles à son actif. Très certainement. Pourquoi, Arnaud? Parce que je suis plus vierge. Vous voyez, alors ça me déborde. Vous voyez, c'est parce que j'ai pas. Vous voyez, j'ai cette théorie toujours que je regarde le théâtre avec une grande modestie mais je parle que pour moi. Je pense que, par exemple, Christophe Honoré, je pense que, ayant vu tous ces spectacles, je pense que c'est vraiment un homme de théâtre. Et regardant la vie que j'ai vécue, et la première fois que j'ai vu un spectacle j'ai appris le cinéma au théâtre, en allant voir le théâtre. Il y a un nom derrière ça, c'est un nom que nous avons en partage, c'est Patrice Chéreau. Voilà. J'étais voir je n'allais pas au théâtre, et j'ai vu un spectacle de Chéreau, ça a changé ma vie. Okay. Voilà. Et c'était Hamlet. Je l'ai vu 3 fois d'affilée, et voilà, je me suis dit, ok, ma vie a changé, c'est bon, c'est pas pareil. Quoi. Et après, j'ai vu tous les opéras, j'ai rattrapé mon retard. Ça m'a bouleversé. Après, j'ai vu beaucoup de metteurs en scène, et je voyais plus bien dans les films. Et par contre, sur scène, je voyais mieux les déplacements, les choses comme ça. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu un spectacle de Régis, je crois que c'était un spectacle avec Valérie Dréville, et il y avait un plateau vide, et à un moment, Valérie Dréville, elle parlait. Et je comprenais pas comment on faisait une entrée en scène. Et en voyant ça, je me suis dit, ça faut une vie pour savoir le faire. Et ma vie a été différente. Au cinéma, je vous dis tout de suite, c'est hyper facile de faire rentrer quelqu'un dans le champ. Si vous savez pas le faire, le chef-op, il va le faire à votre place, hein. Ou la script, ou l'acteur. Il y a toujours quelqu'un qui va vous aider. N'importe qui peut faire un film. C'est ça qui est formidable avec les films. Et c'est vrai. Regardez les plus grands cinéastes français, Guitry, les plus grands cinéastes français, Pagnol, Duras, tout ça, c'est des gens, ils savaient pas faire de films. Ils commencent, et puis le technique. Cocteau, cinéaste immense. Il faisait des films gauchement, et c'est sublime. C'est dans les plus beaux films français qui soient. Donc, du coup, ça ne demande pas un savoir particulier. Du coup, moi, je suis à l'écoute des acteurs qui vont m'aider à faire ces entrées en scène en disant, alors vous qui êtes entré en scène, etc., comment est-ce que je fais, etc. Du coup, je procède vraiment pas à pas et tout m'émerveille, puisque je sais que ma vie j'ai pas envie de prétendre que ma vie a été tissée de théâtre, puisque j'avais un pied à un autre côté, mais non, les 2 pieds dans un autre territoire qui est un art plus populaire, qui était le cinéma, où j'apprenais ces gestes de cinéma que j'adore, l'électricité, la lumière, le montage, qui sont d'autres gestes. Du coup, je regarde ça avec un émerveillement d'enfant, quoi. Ce que vous dites, c'est que le théâtre appelle des techniques et des beaucoup plus que le cinéma, beaucoup plus exigeantes. Alors Eric n'est pas d'accord. C'est pas vrai. Non, mais peut-être que je sais pas, vous regardez Peter Brook, vous regardez La Tempête, comment est-ce qu'il fait avec un bâton et un drap pour faire le bateau au début. Moi, je sais pas faire ça, parce que je suis pas né dedans. Peter Brook, il lui a fallu 50 ans pour arriver à faire ça. Le metteur en scène, il est plus seul que le cinéaste? Je sais pas, mais en vous entendant, j'ai l'impression que la condition d'une œuvre réussie, c'est peut-être de ne pas savoir qui est le roi. Oui, c'est ça. De toujours penser que c'est l'autre. Parce que les acteurs de théâtre sont fascinés par le cinéma. Moi, je suis metteur en scène de théâtre. C'est tellement simple de faire entrer quelqu'un au théâtre. C'est un cours à jardin, ou au lointain, ou par la salle. Au cinéma, on a l'impression qu'il faut gérer une telle technique. La pression du temps, la pression des producteurs sur le plateau, de combien ça coûte, etc. Alors qu'au théâtre, on a l'impression d'être encore dans un art un peu artisanal, un peu mineur, où on peut, dans notre grotte, faire des choses. Donc, je suis fasciné par ça, et peut-être que de ne pas savoir qui est le roi, de trouver des gens qui sont fascinés par le fait, parce qu'ils pensent que tu es le roi alors que c'est lui le roi, c'est peut-être les conditions de travail brillant et modeste. Je sais pas comment dire ça, aussi, non? Je me souviens, tu sais, on a monté il y a pas si longtemps La Dame de la Mer, la comédie française, et c'était un des projets avec Père sur lequel nous avions hésité. Et je me souviens très bien qu'à la terrasse du Nemours, tu m'avais dit non, je vais pas faire La Dame de la Mer. Et tu avais parlé de Père ensuite, et je t'avais demandé pourquoi tu veux pas le faire. Et la raison que tu m'avais donnée m'avait totalement estomaqué. Je ne la comprenais même pas, parce que tu m'avais dit, à la fin, il y a un bateau qui passe dans le fjord, et je ne sais pas comment le faire. Ben ouais.
Et je lui ai dit, mais comme ça, tu sais pas comment le faire? Elle me dit, ben non, au théâtre, je ne sais pas comment faire passer un bateau dans un fjord. Je lui ai dit, au cinéma, c'est facile, vous faites passer un bateau dans un fjord et vous le filmez. Et je t'avais dit, ben, il suffit de mettre les gens à l'avant-scène, ils font semblant de regarder un fjord qui passe. Un bateau qui passe dans un fjord. Non, le bateau m'aurait manqué. le bateau m'aurait manqué. C'est vrai qu'on a cette conversation. Ouais, c'est vrai. Mais vous dites cela, vous ne savez pas faire passer un bateau dans un fjord, et vous montez Angels in America, on va pas tout dévoiler, mais il y a quand même des anges qui volent. Oui. Il y a un certain nombre de trucs et d'astuces qui nécessitent une certaine technique. Il y a des prises de vue, puisqu'il y a des écrans avec les vues de New York, avec Central Park sous la neige, Central Park au printemps et tout ça. C'est très, très lyrique, quoi. C'est très lyrique. Non, parce que c'est des écrans vraiment de théâtre. C'est des écrans de théâtre. Mais c'est ce jeu, regardez en ce moment, il y a Fableman sur les écrans, écrit par Tony Kushner. Et, vous voyez bien, Tony Kushner, ça a toujours tenté le cinéma. Il y a un désir de cinéma comme ça, il y a un désir de venir faire la nique au cinéma en disant, eh ben moi je sais le faire aussi. Et donc vous voyez, c'est ce jeu-là ça m'amusait de jouer le jeu de Kushner, quoi. Ce jeu-là. Il faut rentrer dans le cerveau de Kushner pour arriver à se dépatouiller de ces 6 heures de pièces et à en faire quelque chose de. Pendant l'écriture, oui, mais ayant lu pas mal de théâtre américain et vu pas mal de théâtre français aussi, et ayant vu pas mal de films et de séries américaines, je crois que je savais à peu près ce qu'il avait dans sa tête. Je crois que. Et puis on n'est pas très loin en âge, c'est des histoires générationnelles. Par des copains moi j'ai fait une école de cinéma par des copains qui sont rentrés plutôt jeunes à Act Up, etc. C'est une culture qui m'était chère, qui est une culture amie, quoi. Donc ça m'était pas très difficile de. Je me disais ah oui c'est ça et oui je comprends la punchline, il a fait ça mais c'est pour ça qu'il a rajouté ça. Donc j'ai jamais l'impression de le trahir, quoi. J'ai l'impression d'être en fraternité avec lui tout le temps. Et alors en plus son mari est critique de cinéma. Donc il m'avait à la bonne. Oui, et, vous avez à la bonne. Oui, il m'avait à la bonne. Coup de bol, parce que du coup il a autorisé la version filmée. Filmée, oui. Il a demandé à son mari, des Desplechin, ça va? Oui, ça va. Et donc validé, comme disent les jeunes. Mais tout à l'heure, je dévoile une petite conversation que nous avons eue juste avant. Comment passer outre les agents voilà, c'est ça. Avoir un mari, critique de cinéma, de théâtre. Ça marche, c'est beaucoup plus rapide. Cette troupe, elle a joué une première session, et puis elle a joué cette pièce à la radio. Pour France Culture, et puis elle a joué cette pièce au cinéma, c'est la même troupe. Alors c'est vous le réalisateur de cette pièce radiophonique, mais c'est cette troupe. Non, j'étais pas à la pièce radio. Et cette troupe joue dans ce film Angels Salescande, et vous disiez, en fait, ils l'ont déjà pas mal joué finalement, donc je ne veux pas... on est en répétition, vous disiez je ne veux pas les user, ou je ne sais plus quel était votre terme. Ah, c'est toujours mon homme, mais ça c'est pareil, au cinéma j'ai une obsession, c'est de ne pas user le texte. Le principe du théâtre, c'est qu'on s'use et qu'on se réuse. On peut pas, avec cette pièce-là, on peut pas, parce qu'il y a beaucoup de rôles, tous les rôles à un moment rencontrent ça, c'est quelque chose dont tout le monde a l'expérience dans la vie, c'est quand vous êtes au bord des larmes. Voilà, tous les personnages croient ça à un moment. C'est une pièce extrêmement émotive, c'est une pièce qui parle de gens qui sont morts et tout ça. Donc, en plus là, et là, ça, si vous voulez, j'ai fort à faire, parce que chez les acteurs, ça a grandi. Donc, je sais que la dernière fois qu'on répétait une scène entre Louis, donc Jérémy Lopez, qui est l'amant juif de Pryor, Clément Hervieux-Léger, qui est un vieil américain comme ça de la Nouvelle-Angleterre, etc. Une grande famille. Et d'une grande famille. Alors voilà, ce couple se déchire et tout ça. Et puis Clément se retourne vers Jérémy, il dit, et moi je l'ai regardé, je voyais qu'ils avaient gagné en maturité, et du coup l'amour était plus fondé, quoi. L'amour était plus fondé, c'était beaucoup plus puissant, et les émotions qui m'arrivaient. Et à ce moment-là, il y a Clément qui dit, Jérémy, peut-être on peut un peu lever le pied, parce que je peux pas prévoir ce qui va se passer quand il y aura les spectateurs. Et je me suis dit, très bien, on arrête là, voilà. Du moment qu'on est d'accord. Il garde des choses pour la suite. Ce qu'il faut, c'est qu'on se mette en accord sur le sens. C'est-à-dire qu'on arrive ensemble, en ce moment, tous les jours, à découvrir des nouvelles significations qu'on n'avait pas entendues la première fois, qu'on n'avait pas entendues lors du film. Et là, il y a des nouvelles significations qui nous apparaissent. On dit, mais bon sang, évidemment, c'est ça. Et du coup, ça, quand on l'a, moi, ce que je veux, c'est pas à moi, c'est pas je qui me le donne à moi. Maintenant qu'on a trouvé le sens ensemble, je qui le donne au spectateur.
Et c'est et donc je veux pas gâcher ce moment-là, cette rencontre. Je sais qu'il va y avoir cette émotion extrême parce que je crois que les 8 acteurs adorent le spectacle et ils adorent le texte. Je veux pas je veux pas user le sentiment. Je veux pas user le sentiment. On fait ça idiot? C'est bête? Non, pas du tout. Pas du tout. Et faut les muscler, quoi, mais faut pas les. L'alternance est très utile pour ça. Oui, permis de ça aussi. Très utile. Alors, lorsqu'on crée un spectacle, généralement, on enchaîne les derniers filages, et puis la couturière, puis la première, puis les générales de presse. Donc, on a une espèce de petit marathon. Mais très rapidement, il y a d'autres spectacles qui viennent s'immiscer dans l'ordonnance de la semaine, et ça réactive à chaque fois. C'est-à-dire, on n'est pas dans un phénomène de série où tout d'un coup, on a l'impression de ne pas savoir comment ne pas refaire ce qu'on a fait la veille. Là, il n'y a pas de veille. Donc, il y a une autre forme de veille, au contraire, mais plus intéressante. Où tout d'un coup, infuse, en fait. Oui, absolument. Et puis, comme on a joué autre chose la veille, souvent, c'est les mêmes comédiens qui sont dans toute l'alternance. Ils sont chauds d'une qualité de jeu, et on remet la compréhension à l'intention dessus, et généralement, ça fuse très fort. L'alternance, c'est ce qui protège finalement la troupe de la Comédie Française de cette usure. Oui. Parce qu'elle joue beaucoup. Oh, oui, absolument. Mais il y a des jeunes metteurs ou metteuses en scène qui viennent et qui sont toujours inquiets de quitter leur collectif et de venir dans quelque chose d'institutionnel, comme si ça ne bougerait pas beaucoup. Et je leur rappelle à chaque fois que c'est le plus vieux collectif en activité du monde, la Comédie Française, et que ce qu'on a de complicité avec ses potes de promo, là, c'est une promo qui va de 20 à 87 ans, avec une complicité rare, donc on peut s'appuyer sur cette complicité-là. Et puis, la convocation, elle est chez chacun intime, c'est-à-dire à l'extérieur, vous jouez pas Andromaque pendant 9 jours. Généralement, vous faites un raccord. Tout le monde s'inquiète en disant on va perdre quelque chose. Ici, on joue pas pendant 9 jours, on fait pas de raccord parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais chacun se raccorde. Je sais pas comment dire ça. Chacun relève quelque chose, et ce qu'on remet à la pioche bouge les choses, donne une qualité qui n'est pas une qualité institutionnelle, qui est une qualité quotidienne. Voilà. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Si nous prenons comme repère chronologique la première d'Angels, in America, donc en 18 janvier 2020, et puis celle de la reprise, le 19 mars 2023. Qu'est-ce qui a changé de manière significative dans vos métiers respectifs? Il s'est passé tellement de choses. Vous avez été fermés, les salles ont été fermées, la reprise des lieux culturels, et puis parfois difficile, cette espèce d'incertitude dont nous parlions tout à l'heure, la grève, pas la grève, qui semble devenue un élément non négociable. Est-ce que tout ça a modifié, c'est des questions peut-être un peu plus personnelles, il ne s'agit plus de la pièce, vos usages et vos pratiques? Non, moi ça m'a plutôt enflammé, travaillant principalement, c'est mon activité de tous les jours, quoi, dans le cinéma. Enflammé. Oui, parce que, si vous voulez, la Comédie Française se porte très bien. C'est-à-dire, les salles sont bourrées tous les soirs, ça marche très très bien. Le cinéma est en crise, et si vous voulez, comme il est en crise depuis 1925, ça va pas se calmer. Et la crise est de pire en pire. Donc, et chaque année, c'est pire. Donc voilà. Donc là, avec les plateformes, etc., c'est tragique et tout ça. Et en même temps, je vois je vois des super beaux films, je vois le plaisir que j'ai à essayer de parler aux spectateurs, je vois la difficulté que c'est à chaque film d'essayer de parler, ou à chaque pièce de parler aux spectateurs. Je sais que c'est toujours une chose que je me dis, je sais sûrement pas faire des films pour les pièces, c'est différent parce que c'est attribué à vraiment une salle. Mais vous voyez, les films, c'est adressé, on sait pas à qui on s'adresse. Et je crois que je sais pas faire des films pour tout le monde, mais je crois que je sais faire des films pour n'importe qui. Ça, je sais que c'est ma fierté. C'est que n'importe qui peut voir un de mes films. N'importe qui. Quelqu'un qui a 14 ans, qui le voit en replay à la télé 10 ans après, il peut le voir. Le film lui tend les bras. Voilà. Alors, pas tout le monde, mais n'importe qui. Et ça m'enflamme, vous voyez, il faut que j'apprenne à parler mieux, à parler plus directement, à parler plus... Et du coup, ça me fait... Comme je vois des beaux films, ça me nourrit, ça me donne envie de faire des films. J'en tourne un cet été. J'ai 2 autres projets, ça m'enflamme. Et le théâtre, j'ai vu, c'est toujours
en allant voir que ça me donne de l'appétit. Je parlais des démons, par exemple, qui est vraiment une date importante dans ma vie. Parce que reprendra. Et que je connais pas bien l'usage de la vidéo, qui parfois me laisse perplexe, ou parfois m'emballe, etc. Et là, c'était tellement virtuose et ça ne gênait tellement pas le jeu de l'acteur que ça m'a emballé. Mais j'ai vu d'autres spectacles merveilleux, voilà, qui me viennent pas à l'esprit, mais je mentionne les démons parce que là, vraiment, il y avait des très grands rôles dedans. Et, que du coup, je me dis, c'est super, quoi. Ça me nourrit d'appétit. Donc, j'arrive pas à avoir la crise. Vous voyez, je vous avais prévenu, j'ai pas l'esprit politique. Non, c'est vrai que vous m'avez dit ça. Ouais. J'ai pas l'esprit politique, Éric. Cette incertitude qui s'est installée, en fait, elle s'est installée. Quand on dirige une institution, un grand théâtre public, à la veille d'une grève, je vous interpelle. Le quotidien, on espère toujours retrouver un Éden, qui peut-être n'a jamais existé d'ailleurs, mais où on serait dans une vue un petit peu plus dégagée, un horizon un peu plus dégagé. Et en même temps, le hic et nunc du théâtre, ce pourquoi les gens viennent. Ici et maintenant. On a vécu des phénomènes de distanciation et le théâtre est quand même le temple du confinement consenti. Les gens viennent se confiner ensemble sans se choisir autour d'une surprise attendue, autour d'une idée commune, autour d'un désir de se renifler. Cette chose-là a été aiguisée. Alors, c'est pas forcément dans toutes les salles, je ne sais pas ce qui est conjoncturel ou ce qui est profond, mais il y a quelque chose, on a la chance d'avoir des métiers qui peuvent faire quelque chose avec ça, qui peuvent l'intégrer ou le combattre. Il y a une vraie matière, et encore une fois, je le dis quelques fois, mais les films qui ont été produits au milieu de cette catastrophe de non-production. J'ai fait mauvaise fortune, bon cœur. Ouais, et puis encore une fois, j'ai toujours cet exemple d'avoir traversé des choses qui étaient totalement bouleversées à tel point qu'avant, sur le papier, jamais ça ne serait passé. Et c'est passé quand même. Et c'est comme si on arrivait à calculer à quel point le puits de notre curiosité, de notre nécessité est profond. Moi, j'ai vu des gens applaudir des spectacles mais tellement fragilisés qu'il y avait quelque chose qui me prouvait que là-dedans il y avait quelque chose d'absolument profond et qui ne tenait pas qu'à nos maîtrises, à nos manières de courir plus vite que les autres, etc. Ça a remis le doigt sur quelque chose de profond qui moi m'a beaucoup intéressé, et je n'arrête pas d'y penser parce qu'on est parvenu encore à un rythme de croisière. J'observe les choses avec un regard plus curieux. Le hic et nunc, on y est plongé ce coup-ci. Le ici et maintenant. Merci à tous les deux. Merci Arnaud. Merci Éric, merci à vous. Merci Arthur. Merci Zélie. Angels in America, Tony Kushner, adaptation mise en scène Arnaud Desplechin. Je vais donner la distribution. Florence Viala, Michel Vuillermo, Jérémy Lopez, Clément Hervieux-Léger, Dominique Blanc, Jennifer Decker, Julien Frison et Gaël Camille Indy, du 19 mars au 14 mai en alternance, salle Richelieu, lundi prochain. Par sa programmation numérique, la Comédie Française poursuit cette affaire avec le cinéma, propose une captation de la pièce Fanny Alexandre d'après le film de Bergman, mise en scène par Julie Deliquet, ainsi qu'une conversation publique qui a été également captée entre Julie Deliquet et Florence Sévos, qui ensemble ont adapté ce scénario de Bergman pour la scène. Donc ce sera en ligne dès lundi. Mais en attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente semaine avec la Comédie Française. Et si la captation est vachement bien, je l'ai vu. Si vous me permettez d'être d'une partialité honteuse, Angels in America est un spectacle magnifique et bouleversant. Et c'est vrai qu'on pleure un peu. On pleure souvent. Bonne soirée.